Bienvenue dans le focus de l'hémicycle. Aujourd'hui, on va parler souveraineté digitale avec vous, Pierre-Gaël Chantreau. Bonjour. Bonjour, bonjour Magali. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes PDG de Nokia France et à ce titre, Nokia, groupe finlandais champion industriel des équipements télécoms. Vous êtes leader dans le développement des solutions technologiques pour les réseaux fixes, pour les réseaux mobiles évidemment, l'IP, l'optique et le cloud. On va parler de souveraineté digitale. C'est un enjeu méconnu, mal connu encore en France selon vous? Oui, je pense que la France et l'Europe, au sens plus large, n'a pas encore pris la mesure du caractère critique et essentiel des infrastructures numériques. Je pense que ce qu'il faut vraiment prendre conscience aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où l'infrastructure numérique est une ressource essentielle dans la vie des entreprises. Transverse en plus à toute l'économie. Hein, Exactement, j'ai l'habitude de dire que c'est le système sanguin qui irrigue notre économie, nos usages, nos administrations, nos entreprises, nos infrastructures de transport, d'énergie. Donc derrière ces activités, il y a un socle aujourd'hui et ce socle, c'est le numérique. Oui. Et Nokia, donc, on connaissait les téléphones Nokia de l'époque, Voilà. cette période est terminée. Aujourd'hui, Nokia est positionné donc sur ces autoroutes, ce groupe sanguin, enfin ce réseau sanguin en tout cas de l'économie. De quelle manière exactement? Parce qu'il faut pouvoir les sécuriser aussi, tous ces réseaux. Hein. Depuis à peu près 15 ans, Nokia a pivoté sur être équipementier des infrastructures numériques. Et donc ce sont des opérateurs ou des entreprises qui utilisent ces systèmes électroniques, ces systèmes digitaux pour réaliser un service. Donc nous investissons plus de 4 milliards par an pour créer cette technologie. Nous nous projetons à 10 ans d'aller rechercher les disruptions et les nouvelles technologies qui vont fabriquer cette infrastructure. Et notamment, on investit dans la cybersécurité, en partie en France, pour nous assurer d'être au niveau de standards de fabrication de ces éléments, et puis de répondre aux problématiques continentales. En France, on a l'ANSSI, qui est une agence qui met un standard en réalité très élevé sur la fiabilité et la sécurisation de ces réseaux. Nokia qui construit donc l'infrastructure numérique, on en parlait juste avant cette émission, il y a un enjeu absolument énorme à venir, ce sont les Jeux Olympiques. Oui. Il va falloir fournir toute l'intensité en tout cas nécessaire pour toutes les personnes qui vont utiliser les réseaux. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les événements de type JO, de type sport, en fait, il y a énormément aujourd'hui de personnes qui viennent, mais le service est lié au réseau. C'est-à-dire qu'entrer dans des stades, c'est avec un ticket. C'est plus un ticket papier. Donc, vous avez à l'entrée de ces infrastructures massivement des dizaines de milliers d'utilisateurs qui ont besoin d'un service dans une question de secondes ou de minutes, de manière sécurisée. Et donc, ça met ces infrastructures à très grande épreuve. Donc, c'est le stress test ultime. C'est vraiment ces événements d'ampleur internationale qu'on a la chance d'accueillir en France. Et Nokia est prêt? Nous sommes prêts, mais nous travaillons surtout avec les opérateurs, avec les clients qui vont fournir ce service. Ils sont à l'œuvre déjà depuis des mois pour être prêts le jour J et tenir dans la durée. Donc c'est un nouvel événement pour nous en tant que société, parce que optimiser dans ces conditions, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait à ce niveau d'exigence. Et plus ça va, plus le nombre de services devient numérique. C'est ça qu'il faut réaliser, c'est-à-dire par rapport au jeu il y a 4 ans, il y a 8 ans ou avant, il y a de plus en plus de l'expérience pour les touristes, pour les usagers, qui passe par la disponibilité du réseau. D'où l'impératif en tout cas d'être optimum sur ces questions-là. La souveraineté digitale ou numérique, c'est quoi concrètement être souverain de façon numérique? Alors, expliquez-nous. Je dirais qu'il y a plusieurs critères, facteurs. La première chose, c'est de réaliser que c'est essentiel. Donc, quelque chose qui est dans le domaine souverain, voilà, ça je pense qu'on l'a expliqué, c'est souverain du point de vue de la maîtrise des données, essentiel d'avoir les données dans une réglementation, une disponibilité européenne et française, et également sécurisé. Voilà, sécurisé et essentiel que ça passe par des infrastructures dont on a la maîtrise et dont on ne dépend pas de tiers. Ou d'autres États ou d'autres... Exactement. Voilà, donc c'est cette maîtrise-là. Et la deuxième chose, il ne faut pas oublier non plus, c'est souverain parce que c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire.
On l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire le télétravail aujourd'hui, le réaménagement ou le déménagement des personnes fait qu'il faut une disponibilité de la fibre sur l'ensemble du territoire français. Il faut aussi accueillir des entreprises réindustrialisées et elles viendront pour différents facteurs, mais en partie toutes ces infrastructures à disposition, absolument. Aujourd'hui, la France, pour vous, est souveraine numériquement ou pas encore ? Alors, la France est plutôt avancée au niveau de l'Europe. L'enjeu que nous constatons de nos cas, c'est que l'Europe commence à être en sous-investissement chronique et à la traîne d'autres continents. Donc, on commence à décrocher en réalité avec les infrastructures numériques. Et je pense qu'on est dans un effort de rattrapage par rapport au cloud, c'est-à-dire les centres de données. Donc, sur ces deux enjeux, en plus les réseaux vont se virtualiser. C'est majeur, tout passe par le cloud aujourd'hui. Absolument. Et c'est, j'allais dire presque l'exclusivité sino-américaine en matière de. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a très peu d'alternatives. Il faut une impulsion pendant une période de transition pour construire ceci. Et pareil sur les réseaux numériques, on a un peu plus d'avance. Mais il y a un écart qui commence à se faire sur la vraie, on va dire, 5G, c'est-à-dire la 5G avec un cœur de réseau 5G. On a des pays en Asie du Sud-Est et puis aux États-Unis avec un opérateur où le trafic standalone, c'est-à-dire vraiment 5G avec toutes les fonctionnalités, est de l'ordre de 80%. En Europe, on est de l'ordre de 10%. Donc, même si on a eu beaucoup d'investissements en 5G, le mettre à plein potentiel, en réalité, on voit plus précisément qu'on est en retard. Et puis, à l'horizon, se dégage déjà la 6G. Oui, qui est déjà en train d'être standardisée. Standardisée en France. Depuis la France, avec Nokia qui est d'une des parties prenantes pour standardiser cette technologie. Mais là, il faut définir les usages. Qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on attend une disruption et une amélioration massive d'un point de vue de l'efficacité énergétique? Est-ce qu'on en attend une utilisation de l'intelligence artificielle native pour cette technologie? Qu'est-ce que ça va permettre, la 6G, finalement? Alors, la 6G, déjà, il faut finir l'effort de 5G. On n'est même pas à la moitié du cycle. Donc, ce qui est important, c'est de continuer de capitaliser sur les investissements qui sont faits parce qu'on peut faire monter en puissance l'activité logicielle. La 6G, on aura besoin d'aller chercher d'autres fréquences du spectre physique pour pouvoir transmettre les informations. Donc, il faut le faire de la manière la plus efficace possible. On aura des technologies de type intelligence artificielle pour améliorer le traitement du signal. Donc ça, c'est déjà des épreuves, des travaux qu'on fait chez Nokia. Et puis ensuite, il y aura probablement la capacité d'utiliser le réseau comme un radar, un sonar qui peut capter son environnement, même pour si vous n'êtes pas connecté au réseau. En fait, il pourra... L'immédiateté, ça sera absolument... On sera sur des millisecondes et puis sur une précision, une géolocalisation extrêmement fine qui permettra d'interagir avec le réseau en fait sans device, sans terminal. Ah oui, donc ça c'est encore pour demain. C'est pour 2030. C'est pour début en 2030. On se souvient de la bataille de la 5G avec Huawei qui faisait peur à tout le monde. Je crois que même les États-Unis avaient placé ce réseau comme persona non grata sur le marché américain. La peur de la fuite de données, de l'espionnage, c'est un vrai risque finalement? C'est un risque qu'il faut mesurer. Il y a deux dimensions. Une, c'est celui que vous avez mentionné, c'est plus le risque d'espionnage, etc. Bon, ça, c'est une manière de voir la chose. Il y en a une autre qui est plus celle qui rejoint notre discussion sur la souveraineté, qui est la disponibilité des réseaux. Oui, en plus, bien sûr. C'est-à-dire, il faut le fabriquer, il faut le déployer, mais il faut aussi maintenir et le monter en gamme. C'est-à-dire que qui va assurer de manière sûre pour un continent où vous êtes sûr que votre infrastructure va évoluer, que vous aurez les mises à disposition des dernières possibilités logicielles, que vous aurez la maintenance. Et donc la disponibilité, c'est le vrai, en fait, le cœur du sujet. C'est celui qui a amené les États-Unis à ne pas prendre des vendeurs à risque. La France a pris aussi un certain nombre de dispositions. Mais on voit encore qu'au niveau européen, c'est plutôt en ordre dispersé et fragmenté. Donc là aussi, c'est un sujet où la résolution du problème ne peut intervenir qu'à l'échelon européen pour que c'est suffisamment de poids. Parce que ça demande de l'investissement. Exactement. Et quand il y a des investissements, pour faire baisser les coûts, on veut faire baisser les coûts pour les utilisateurs, il faut des marchés importants. La Chine, c'est important. Les États-Unis, c'est important. L'Europe divisée en 27, c'est plus petit. Et c'est plus compliqué, peut-être, c'est également plus compliqué à gérer en matière de décision. D'où l'importance aussi, pour être souverain, du choix du fournisseur du déploiement du réseau. Oui, absolument. C'est un des critères aujourd'hui clés
pour nos clients, que ce soit les entreprises, les administrations et également les opérateurs, c'est des investissements qui font pour un cycle d'au moins 10 ans. Donc il faut une lisibilité stratégique à horizon 10 ans. Et dans un monde qui est fait aussi de chocs géopolitiques, c'est quand même quelque chose qui est suivi au niveau des conseils d'administration sur un engagement qui est un des postes importants d'investissement typiquement pour les opérateurs. C'est un des critères de choix, absolument. Vous avez dit au XXIe siècle, je vous cite, je vous ai lu dans un article, au XXIe siècle, ceux qui contrôlent les technologies numériques sont de plus en plus capables d'influencer l'économie, la société, la politique. Donc c'est un outil absolument colossal. Corrigez-moi si je me trompe, c'est bien vous qui avez... Peut-être, oui, j'ai dû dire à peu près ça. Effectivement, c'est le cas, et c'est la raison pour laquelle souveraineté, c'est aussi citoyenneté. Application de nos règles, bien sûr. Il faut, c'est le cas pour les données, d'avoir un règlement européen qui corresponde aux aspirations citoyennes, démocratiques, qui sont exprimées par les peuples souverains là-dessus. Donc la technologie n'est pas neutre. Il y a des bénéfices importants, il y a aussi des risques, des dangers, et ça, ce n'est pas forcément seulement au secteur économique et aux consommateurs de trancher sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une souveraineté numérique optimum, selon vous, Alors, je pense à l'avenir? Je pense qu'il faut prendre une feuille de route européenne, ça c'est clair. La France est peut-être 2 à 3% du marché global. L'Europe peut peser. Il y a des rapports qui a été récemment publié, un white paper, comme on dit, de la Commission européenne sur comment répondre aux besoins, aux enjeux des infrastructures numériques. Je pense qu'il faut bâtir une feuille de route pour la mettre en place. Je crois qu'il y a besoin, vous l'avez senti, d'harmoniser les politiques européennes avec un calendrier clair sur la 6G, notamment la libération du spectre, et également quelque chose qui soit harmonisé et aussi avec un vrai engagement dans tous les États pour l'implémenter dans le même calendrier, ce qui n'a pas été le cas. Il faut le prendre en 5G. On a commencé en 2019 dans certains pays européens et en 2023, l'année dernière, pour d'autres pays. Donc on n'avait pas un effet de créer un marché de masse. Et puis la dernière chose, il faut aussi que l'Union européenne, qui met des fonds importants également en dehors du territoire de l'Union européenne pour des infrastructures, pour le développement de certaines géographies. Quelquefois, il y a des projets qui sont télécoms. Il faut, de mon point de vue, s'assurer que ces investissements aillent, pas forcément chez Nokia, mais il y a une concurrence aussi européenne. On est aussi, qui devrait être privilégiée, une sorte de préférence, lorsque l'Union européenne décide d'investir dans ces infrastructures, que ce soit en Europe ou ailleurs. C'est un enjeu colossal. On n'a plus le temps malheureusement, mais merci beaucoup en tout cas Gaël Chantreau d'avoir participé au Focus de l'Hémicycle. C'est la fin du Focus de l'Hémicycle. On se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro.